Salut, c'est Fabienne pour Lyon Clubbing. Aujourd'hui, nous sommes au First avec Guillaume de Superman Lovers. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nous ? Bah écoute, donc je m'appelle Guillaume. On me connaît plus sous le nom de Superman Lovers. Voilà, je suis né en fin 70s, donc je suis un enfant du disco. Et puis je suis passé ensuite à la house, qui pour moi était un peu la continuité de tout ça, quoi. Voilà. Alors, quel est ton parcours ? J'ai commencé la musique très jeune, en fait, avec beaucoup de classiques, parce qu'en fait j'ai fait le conservatoire pendant 10 ans. Donc piano, tout ça, voilà. Quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Ouais, mais qui m'a donné des bonnes bases. Alors ensuite, j'ai dû complètement désapprendre tout ça quand j'ai commencé l'électro. En fait, après conservatoire, j'ai joué dans beaucoup de groupes de jazz, de funk, trucs comme ça. Et en tant que clavier, pianiste, tout ça. Et puis ensuite, j'ai commencé à découvrir la house quand elle est arrivée en France, quoi, avec les premières soirées en 92-93. Puis ensuite, il y a mais c'était vachement la culture du DJing, en fait, qui était là dans l'électro. Ouais. Et ensuite, j'ai découvert les premiers groupes de house, mais qui faisaient du live, en fait, comme Daft, Chemical, Basement Jaxx. Et en fait, c'est en voyant ces gars-là faire du live que je me suis dit, en fait, c'est possible d'être musicien et de jouer cette musique-là en live. Et c'est ça qui m'a fait accrocher, en fait, à cette musique, quoi. D'accord. Alors, tu formes à toi-même le groupe de Superman Lovers. Pourquoi ce nom ? Pourquoi ce nom ? Alors, il n'y a aucune raison prétentieuse ou quoi que ce soit. Le nom me plaisait, mais en fait, il vient d'un morceau de Johnny Guitar Watson qui s'appelle Superman Lover. À l'époque, j'écoutais en boucle. Bon, Johnny Guitar Watson, c'est un peu le daron du funk blues des années 70, tout ça. Moi, j'adorais ce morceau. Et puis, à l'époque, je cherchais un nom pour un nouveau projet. Et puis je trouvais ça chouette. Alors évidemment, quand tu sais pas que le truc va marcher, tu prends un nom aussi big comme ça, qui impose autant. Tu t'y penses pas, tu te dis pas, voilà, le truc va cartonner. Et puis ensuite tout le monde va le faire. Mais c'est quoi ce nom ? Donc au début, tu le prends sans trop. C'est de Guillaume à de Superman Lovers. Voilà, tout à fait, ouais. Et puis voilà, donc ils viennent là, quoi, tout simplement d'un morceau de musique, quoi. Alors quelle est l'histoire du titre mondialement connu Starlight ? Son histoire, en fait, moi, avant de faire Superman Lovers, j'officiais sous un autre pseudo, en fait, qui s'appelait Stanislas de Mareuil. D'accord. Parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'aristocrates qui faisaient de la musique électronique et je trouvais ça injuste que je ne puisse pas moi aussi faire partie du clan. Donc, je me suis fait appeler Stan de Mareuil. Donc, j'ai sorti plusieurs maxis sous ce nom-là, sous mon label, La Fessée Records. Et puis donc mais c'était vraiment des titres très dance floor, clubbing à fond de l'époque et donc je voulais faire un nouveau projet un peu plus ouvert, plus funk déjà que house et puis donc plus proche de ce que moi je savais faire et puis c'est pour ça donc du coup que j'ai appelé ça Superman Lovers en référence un peu au morceau de Johnny Guitar Watson. Ouais. Et donc j'avais commencé en fait à bosser sur une instru. Où j'avais tiré un peu le riff d'un morceau de East Coast qui s'appelait The Rock. Il y avait juste le petit riff de guitare là, comme ça. Et donc moi je l'ai rejoué, je l'ai un peu mis à ma sauce, j'ai ajouté une ligne de basse, j'ai ajouté plein de trucs, donc j'avais toute l'instru qui était faite. Et puis sur ce morceau, j'entendais des voix, donc j'ai dit il faut que je trouve une mélodie, donc j'ai cherché une mélodie. Et puis en fait là j'ai construit tout le morceau comme ça, mais ça s'est fait très très vite. C'est-à-dire quand tu composes un morceau, ça va la composition de la partie compo va ultra vite, quoi. Ensuite, c'est tous les arrangements, les machins qui prennent du temps, quoi. Donc, ça allait très vite, mais je savais que j'allais trouver un truc super fort. Ouais. Et donc, il me fallait une voix, donc j'ai contacté un pote qui s'appelait Manny Hoffman, je lui ai demandé, voilà, est-ce que tu peux chanter dessus ? Donc, je lui ai filé le morceau avec les mélodies, texte, tout ça. On a travaillé les textes ensemble. Et puis, du coup, on a fait le morceau. Moi, je l'ai sorti sur mon label en vinyle, avec 2 autres titres de Superman Lovers. Il y avait Marathon Man et un autre qui s'appelait Cash. Je vends en une journée, les 2000 exemplaires. Et donc, distributeur, parce qu'à l'époque, c'était que les vinyles, il n'y avait pas Internet, ça n'existait pas encore. Enfin, ça, je ne suis pas non plus trop vieux. Hein, on parle de 2001. Hein. Et donc, le distributeur me demande, me rappelle, il me dit, faut absolument represser. Et je lui dis, non, on ne represse pas. Et donc à l'époque, comme il n'y avait pas encore tous les buzz qu'il peut y avoir sur Internet et tout,
le morceau, très peu de gens l'avaient et donc tout le monde voulait l'avoir et tout le monde essayait de se l'arracher. Donc on faisait monter à l'époque comme ça un peu la sauce sur un morceau. Et donc du coup forcément ça commence un peu. Mais au début aucune maison de disques voulait de Starlight quoi. J'ai été voir toutes les maisons de disques, il n'y en a aucune qui en a voulu. À part quand les 2000 exemplaires sont vendus. Non, même après. Non, vous savez, il leur en faut beaucoup au Major pour. Moi, je suis très attaché au côté indépendant en plus de la musique. Oui. Je ne dis pas que je suis un peu en guerre contre ça, mais je reste fidèle à l'attitude indépendante. Et donc, j'ai continué à faire mon chemin avec ce morceau. Puis quand le truc est devenu trop évident, c'est que même des énormes radios nationales que je nommerai pas ont commencé à le jouer, alors que le truc n'était ni signé, ni sorti. C'est-à-dire qu'il n'y avait que 2000 exemplaires qui tournaient. Oui. Là, il y en a qui se sont dit, bon, peut-être le prendre. Donc j'ai pu s'imposer des conditions qui m'ont sauvé par la suite. Et le titre sorti puis avec le fabuleux clip des frères Nicolas. Et puis voilà, ensuite le titre est devenu un classique. Et puis tout le monde le connaît. Alors outre ce morceau, tu as composé les publicités, une publicité pour Adidas, je sais. Alors, en fait, il y a des moments dans la vie, tu sais plus trop où tu vas, c'était un peu 2005 dans ces eaux-là. Je venais de sortir un deuxième album sous Super Lovers qui s'appelait Boys in the Wood, qui était plus une compilation de maxi que j'avais sorti après le premier album, The Player. Donc en fait j'étais parti après le premier album, j'ai fait un peu une crise comme une gastro quand tu manges trop de chocolat, mais là c'était envers les maisons de disques. Ouais. Donc en fait du coup j'étais parti vraiment à l'opposé du business radio, tout ça et tout. J'étais parti que dans des tracks de 12 minutes, sans voix, voilà. Et donc j'avais fait un album avec que des morceaux comme ça. Forcément, des morceaux comme ça, tu rentres ni en radio ni où que ce soit, donc t'as pas le succès évidemment que t'as connu avant, mais c'était pas le but. Donc je me fais ma renommée un peu dans l'underground, tout ça surtout avec cet album. Et du coup, je suis un peu saoulé après. Et donc j'arrête pendant 2-3 ans, j'arrête Super Lovers en fait. Et donc j'ai fait d'autres choses aussi. J'ai fait un projet qui s'appelait Moto, qui était signé sur Cyclo Records. À la base, ça devait être du rock, et puis en fait, comme je peux pas faire autrement, c'est devenu du funk. Et puis, voilà. Et puis j'ai commencé, on m'a proposé des plans où on a fait les pubs avec Zidane, là. Oui. Voilà. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer grâce à ça d'ailleurs. Le 3 jours après son coup de boule en plus, putain, ça c'était incroyable. C'était le mec dont le monde entier parlait. Tout le monde voulait tout le monde voulait voir. Là-dessus, je l'ai bien ramené. Et puis voilà, Poltergeist. En fait, j'avais un ami qui était ami avec le réalisateur Eric Laven, et c'était lui qui faisait les Guignols, tout ça sur Canal. Oui. Et puis il cherchait quelqu'un pour faire la musique, et comme c'est un Poltergeist, et un délire un peu disco et tout, du coup il m'a proposé, et puis je dis oui. Et donc voilà, et puis c'est une expérience sympa, un peu trop de concessions à mon goût, disons que c'est pas musique de film, je veux bien en refaire, mais vraiment, si j'ai le droit de faire que ce que je veux en fait. Que ce que j'ai envie, vous avez pris des morceaux tels qu'ils sont. Non mais c'est vrai que c'est très dur je pense ensuite, voilà, c'est plus dans le caractère, quand on te demande de changer 40 fois un truc, puis une ambiance, on dit voilà, faut un morceau salsa, là, faut machin. Alors tu le fais parce que tu sais le faire, parce que tu as la base pour le faire, mais bon, tu le fais, c'est pas non plus, il y avait certains moments, c'était pas non plus quelque chose où je prenais mon pied terrible quoi. Donc entre le live et la musique de cinéma, qu'est-ce que tu préfères? Là, je suis peut-être encore un peu jeune, je pense, j'ai peut-être vers 50 ans, d'ici une quinzaine d'années, peut-être que j'aurai envie de faire de la musique de film quoi. Ouais. Mais là pour l'instant, je suis encore dans l'énergie, j'ai envie de transmettre quelque chose en live, tout ça quoi. Ça marche. Alors quel est ton titre du moment? Quel est le morceau que tu aimes bien écouter? Moi j'aime bien faire des flashbacks en fait. Donc là je suis complètement scotché depuis 15 jours sur un vieux morceau de Laidback qui s'appelle Beckerman. D'accord. Ça, j'écoute ça. Qu'est-ce que j'ai? Et il y a un morceau que j'ai redécouvert, que j'aimais beaucoup en 2005, sur Push the Button de Chemical Brothers, qui s'appelle The Big Jump. Que j'adorais à l'époque, j'ai arrêté d'écouter et là depuis 1 ou 2 mois je le réécoute beaucoup. Ouais, c'est un très très bon morceau. Je le conseille à tout le monde. C'est vraiment du pur clubbing, c'est vraiment très bon. Et les gens ne savent pas que peu de gens savent que Chemical Brothers ont aussi un côté très très club disco. Et ce morceau en est vraiment un par exemple. Voilà. D'accord. Alors comment ça se passe Superman Lovers? Comment organises-tu tes lives? Comment ça se passe quand tu es sur scène? Ça dépend de là où je joue. Et puis maintenant je préfère bouger en petite structure. Donc moi c'est du live avec
séquenceur, synthé, keyboard, tout ça. Moi je fais énormément de clavier, vocodeur, d'interventions comme ça. Je tourne aussi avec le guitariste Thomas Naïm, je l'accompagne sur les lives. Et donc voilà, on essaie de faire quelque chose d'organique dans l'électronique. Et voilà quoi. Disons que, parfois ça m'arrive de ramener des featuring, des chanteurs, des chanteuses sur scène. Maintenant parfois le club ne se prête pas vraiment aux voix et tout ça. Et puis c'est vrai que je suis beaucoup plus parti depuis un an et demi sur des lives très électro-organiques. Voilà. D'accord. Alors quel est ton meilleur souvenir depuis cette grande carrière? J'ai partagé une scène avec George Clinton et le Funkadelic au Festival de Dour en 2003. Mes souvenirs sont bons. Et en fait, je jouais juste après lui. Et quand il a vu qu'on s'installait, parce que à l'époque, je tournais avec tous les featuring, j'avais tous les featuring sur scène. Il nous a proposé de venir sur scène avec lui. Donc en fait, on a jamais avec George Clinton et tout Parliament, quoi. Voilà, et ça, c'est un souvenir que je ne pourrais jamais oublier. Voilà. Et du coup, le pire, forcément, ça va avec. Le pire, je faisais un show pour la plus grosse chaîne de télé musicale à Londres. Pour un truc qui s'appelait Five Nights Stand, où c'était 5 jours, 5 nuits en fait, avec c'était retransmis dans toute l'Europe en direct. Et je jouais entre Prodigy et Roxop, et mes premiers morceaux que je lance, en fait, ma console a pris feu. Tu as enflammé j'ai eu de la fumée partout. Scène, et donc, non, malheureusement, ça s'est pas fait comme ça. C'est surtout que j'avais juste une charlet en fait qui tournait, c'était un petit comme ça, et il n'y avait plus de son du tout. Donc il a fallu gérer ça en l'espace de 5 minutes quand on dirait toute l'Europe. Enfin, j'ai un souvenir assez dur de ce passage. Et finalement, est-ce que ça s'est bien terminé? Heureusement, j'ai réussi à rattraper le coup et ça s'est très bien terminé. Parfait. Mais il y a 5 minutes où le temps s'arrête. Ouais. Voilà. Alors, quels sont tes projets pour l'avenir? Il y en a beaucoup. Il y a un nouvel album qui est sorti, qui s'appelle Between the Edges, qui est sorti en novembre 2011. Oui. Qui là ressort en fait en novembre toujours, mais 2012, avec plein de nouveaux titres, des bonus, remix, blablabla. Il y a un nouveau single qui sort en fin octobre, début novembre, qui s'appelle Boogie That Booty, et beaucoup de tournées. Et je me suis prêté aussi à un autre exercice, plus en tant que producteur en fait. J'ai produit une artiste belge qui fait du rock en fait, et je voulais ouvrir un peu. Est-ce que la rockesse va finir dans la funk? Parce que généralement c'est un petit peu ce qui t'arrive. Du caractère. Donc non, la production est restée très rock, mais pour moi ça a été un peu alors c'est pas mon terrain de prédiction, mais j'essaye maintenant quand même de m'ouvrir un petit peu parce que je suis tellement extrémiste dans ma musique. Ouais, j'ai un peu trop tendance. Alors du coup parfois ça me joue des tours, donc j'essaie vraiment de m'ouvrir un petit peu sur ça, quoi. Et ben ce soir, Guillaume, pour un très très gros live. Voilà, j'espère que ça va. Et les bretons. Écoute, voilà. Et ça va être un chouette live. Il y a 1h30 de live électro-funk, voilà. Parfait. À tout à l'heure. Voilà, au revoir.